J'appelle donc Bertrand-Pierre Gallet, d'abord Bertrand-Pierre Gallet du ministère de la Culture, et ensuite Pascal, ce sera à toi. Monsieur Gallet, je vous en prie. Bien, merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes chers amis, chers maîtres, je salue ici Monsieur Lucas, dont j'ai suivi les leçons autrefois, avec un profil dont on pourrait juger. Chers amis hippophiles ou hippomanes, je ne sais pas comment il faut dire, chers amis qui aiment les chevaux, je voudrais d'abord me féliciter, tout en la regrettant, de l'absence de Pascal Liévaux, délégué adjoint à l'inspection à la recherche et à l'innovation de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, dont l'absence me permet d'avoir l'honneur de représenter aujourd'hui devant vous notre ministère. C'est sans doute d'ailleurs, pour des raisons biologiques, la dernière fois de ma carrière que j'assure cette représentation, et j'éprouve un grand plaisir à consacrer ce dernier coup d'archet à célébrer la rencontre entre la fédération sportive dont je suis membre depuis nettement plus d'un demi-siècle et le ministère auquel j'ai consacré ma carrière, mais aussi entre l'art que je pratique en amateur et celui que je collectionne, avec dans les deux cas des moyens modestes, mais une véritable passion. Je remercie la Fédération de renouveler l'initiative prise en 2024 d'organiser ces journées culturelles. Après les origines de l'équitation, c'est donc cette année la représentation du cheval par les artistes qui en sera le sujet. Le ministère se sent évidemment particulièrement concerné et la répétition de l'événement donne bon espoir qu'il soit désormais un rituel récurrent, s'inscrivant dans une démarche partagée qui a pris son essor, vous le rappeliez, Monsieur le Président, au moment de l'inscription de l'équitation de tradition française, autant dire de l'équitation tout court, sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Avec l'Institut français du cheval et de l'équitation qui venait de naître, de la fusion des haras nationaux avec l'École nationale d'équitation, le ministère et la Fédération avaient œuvré à cette inscription qui reconnaissait pleinement l'équitation comme un fait de culture au cœur de l'identité de notre pays et de ce qu'il a pu apporter de meilleur au monde. Soyons un peu chauvins, toutes les académies équestres du monde se réclament de nos grands maîtres, de Pluvinel à la Guérinière, à Boucher, Phyllis, et je citerai dans leur lignée mon maître Michel Henriquet, qui ont marqué ce qui est la base et la matrice de toutes les pratiques équestres, le dressage, l'art équestre, dont, selon la Guérinière, la grâce est le plus bel ornement. Cette dimension culturelle n'était une évidence ni dans le monde cavalier, ni dans celui de la culture, et nous fûmes quelques-uns à œuvrer de part et d'autre pour obtenir ce résultat et mettre en place les structures qui pérennisent la démarche du classement, en premier lieu, la Mission française pour la culture équestre, présidée par notre ami Guillaume, que le ministère soutient, tout comme les colloques biennaux Cheval et Patrimoine, aujourd'hui portés par un partenariat entre le ministère et l'Université d'Angers. Le trio formé par la Fédération, l'IFCE et le ministère conjugue ses efforts depuis lors avec profit pour le progrès de la connaissance du patrimoine et des cultures équestres et pour la promotion du cheval. Les artistes de toutes disciplines, poètes, peintres, sculpteurs, s'intéressent depuis toujours au cheval, à coup sûr l'être vivant le plus représenté, après l'homme lui-même bien sûr, depuis les fresques de la préhistoire, et plus encore depuis qu'il devient lui-même œuvre d'art sous la selle des écuyers. Relisant l'ouvrage de la collection Citadelle consacrée au cheval dans l'art, j'y retrouvais la belle méditation de notre ami Jean-Louis Gouraud, ici présent, sur la question de la manière de désigner cette partie de la création artistique. Art équestre, écrit-il, c'est déjà pris par l'équitation, et de proposer que l'on parle d'art chevalier, belle formule qui aurait mérité de faire fortune. D'autres trouvent des parentés entre l'art équestre et l'art équestre, comme Paul Morand, qui dans la préface de son anthologie La littérature équestre souligne le parallélisme entre la révélation de la doctrine nouvelle de Baucher sous la monarchie de Juillet et la floraison de peintres de chevaux, Vernet, Dedreux, Géricault, qui, écrit-il, nous mettent enfin sous les yeux des chevaux vrais et vivants. Il n'avait pas besoin forcément d'écrire que jusqu'alors, je cite, « Il semble que peintres et sculpteurs n'aient pas regardé un cheval, qu'ils se soient contentés de reproduire le destrier de la Renaissance, lui-même copié sur les médiocres statues romaines. » Fichtre. On n'est pas obligé, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, d'être d'accord avec le père du commandant Gardefort
et je gage que ce qui sera dit pendant ces journées en fera justice. On se plaira au contraire à cavalcader à travers le temps pour constater qu'à chaque époque de l'art et dans toutes les civilisations qui ont eu la chance de rencontrer des chevaux, celles de l'Ancien Monde, les artistes ont su mettre ce que cette époque avait de meilleur au service des chevaux et des cavaliers, des couples centaurisés, dirait Nicolas Chaudin, et de représenter non seulement les types équestres produits pour l'élevage, pour répondre aux besoins et au goût de leur temps, mais aussi la manière de les monter qui y correspondait. À l'époque où je montais à l'école militaire, il y avait, dans l'un des manèges, une formule attribuée, je crois, au pape Pie VII, enfin un pape Pie quelque chose, qui était « l'âme d'un peuple se reflète naturellement dans sa culture équestre ». Je pense qu'on peut difficilement dire mieux, en l'occurrence, que ce qu'exprime l'infaillibilité pontificale. Déjà, les artistes des cavernes ont si bien saisi la grâce des chevaux que l'on ne peut imaginer qu'ils aient été insensibles. Nous entendrons parler tout à l'heure des artistes chinois qui le sculptèrent dans les fumées de l'encre, ceux de notre Antiquité qui vibraient à ses exploits dans le stade ou le cirque et saisirent en lui les premières griseries de la vitesse, les Byzantins qui lui imprimèrent une majesté secrète. Plus tard, l'invention de l'art équestre dans l'Italie de la Renaissance en fait une métaphore de la sagesse des gouvernants et les romantiques, enfin, découvrent sa beauté propre, qui n'a pas besoin de cavalier pour s'exprimer. Nous évoquions hier avec Jean-Louis le sublime Whistle Jacket de Stubbs. Ce cheval, je ne connaissais pas l'anecdote, je vais la raconter. Stubbs avait reçu la commande d'un propriétaire qui voulait qu'on fasse son portrait équestre. Et Stubbs, selon son habitude, avait commencé par faire le cheval. Et un jour, le propriétaire est venu dans l'atelier où Stubbs travaillait, qui ne voulait pas trop montrer, mais enfin bon, il l'a vu. Et le commanditaire a dit « mais c'est pas la peine de me rajouter dessus, il est beaucoup plus beau comme ça ». Et tous ceux qui connaissent cet extraordinaire tableau peuvent évidemment en témoigner. Aimer les chevaux, ce fut aussi toujours les soigner. Et les manuels anciens n'oubliaient pas de fournir, les manuels anciens d'équitation, de fournir recettes et conseils de santé. Devenu science, en France, avec Bourgelat, l'art vétérinaire s'incarne aussi dans celui du dessin scientifique, dont nous n'aurons garde d'ignorer la dimension artistique aujourd'hui perdue par les techniques d'imagerie. Le 19e siècle, bien sûr, est un siècle tout équestre. C'est le dernier, et comme souvent, ce qui finit est une apogée. Géricault, Delacroix et Degas, le grand Degas, qui significativement avait deux sujets favoris, les chevaux et les danseuses. Mais l'art n'est pas seulement représentation. Nous parcourrons demain le chemin des symboles derrière Picasso, qui en fit une figure tragique avec un goût particulier pour les chevaux de picador, encore privés en son temps de caparaçon, et avec tous les poètes qu'inspira la figure du centaure, cet hybride angoissé dont Bourdelle nous a laissé l'image déchirante, illustrant peut-être son agonie aux temps industriels. La littérature sera convoquée elle aussi, et même si c'est du dos d'un pur sang que Lucien Leuven tombe sous les fenêtres de Madame de Chastelair, j'espère que les chevaux quasiment magiques des Trois Mousquetaires, qui faisaient rêver les contemporains de Dumas par leur rapidité, ne seront pas oubliés, même si c'est sur un barbe que d'Artagnan poursuit avec succès Fouquet disgracié. Il était à coup sûr ce jour-là dûment éperonné, et nous verrons l'importance de cet accessoire dont l'accrochage au pied des rois de France constituait un moment important du cérémonial du sacre. Au temps chevaleresque dont Reichshoffen marque sans doute l'épuisement héroïque et sanglant, succéda sur les champs de bataille le temps de la technique et de la guerre totale. Un siècle plus tard, un film puissant et émouvant faisait d'un cheval l'incarnation de ce changement de monde. Nous entendrons comment la musique lui a donné la parole mieux que toute voix superposée. Des temps pré-industriels, nous n'avons gardé que le meilleur, ces spectacles équestres qui n'ont jamais cessé d'exister, mais dont nous avons vu le renouveau avec les Grusses et Bartabas notamment, dépassant l'exploit acrobatique pour s'élever vers l'innovation artistique, avec un succès qui réconforte et qui interroge. Enfin, nous pourrons conclure en nous interrogeant sur ce que cet héritage représente et signifie comme inspiration pour notre temps, une inspiration que la Fédération s'efforce de propager, de répandre et de susciter, et nous ne saurions trop la remercier pour cela. Chacun a sa réponse, et je reviendrai à Morand, ou plutôt à son successeur, à l'Académie française, Alain Perfit, qui, dans l'hommage qu'il lui rendit selon la tradition, faisait de la formule « en avant, calme et droit », chère au général Lotte, une maxime morale. Il avait bien raison, car pratiquer l'équitation
pour ceux qui l'aiment vraiment, est une voie vers la vie bonne des anciens, surtout si l'on y ajoute ces vertus bien françaises, un peu oubliées, le tact et la légèreté dont notre époque a bien besoin. Pensons-y au moment de mettre notre pied à l'étrier pour suivre dans leur chevauchée du temps et des œuvres, des orateurs qui parleront de notre sujet avec bien plus de science que moi, mais soyez-en certains, pas davantage d'amour. Je vous remercie.